Le ministre mauritanien de la Défense, Anana Ould Sidi, s'est rendu en urgence à Bamako ce lundi 15 juin pour remettre un message écrit du président Mohamed Ould Ghazouani au général Assimi Goïta. Bonjour, Dr Iveco Amezo, fondateur du think tank Afrocentricity.info. Bonjour également à vous, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, directeur chez Internet Sans Frontières, chercheur à l'IPSE. Rien n'a filtré sur le contenu du message délivré à Assimi Goïta, le chef de la transition malienne. Mais à votre avis, que contient cette lettre? Vous savez, la situation entre le Mali et la Mauritanie doit se voir dans un cadre un peu plus large, dans le sens où, bien sûr, il y a le problème de la sécurité pour l'ensemble, et donc il y a un problème de sécurité pour la Mauritanie elle-même. Et donc, du coup, s'il y a une déstabilisation au niveau du Mali, par ricochet, peut-être en moindre mesure, la Mauritanie sera touchée. Donc, rien que ça vaut déjà la visite pour discuter. La seconde, on ne peut pas parler que de la Mauritanie, puisqu'il y a l'Algérie à côté et d'autres pays. Et puis, il y a l'AES. Donc, on quitte déjà le cadre national ou bilatéral vers un cadre un peu plus régional, peut-être même international. Deuxième raison pour discuter, puisque les positions sont changeantes. Troisième, c'est tout le système de la logistique dont on est obligé de parler parce que vu les terroristes ou les mercenaires ou les djihadistes, quel que soit le nom qu'on leur donne, qui bloquent un certain nombre de circuits logistiques dans le coin, directement toucher le Mali, mais par définition, on est en train de parler de la Mauritanie, on parle même du Sénégal, et on se pose la question pourquoi l'Algérie n'est pas touchée. Abdelkarim? Alors, moi, je pense que c'est un signal fort. D'abord, le fait que vous avez dit que c'est le ministre de la Défense qui s'est déplacé au Mali, mais pas que au Mali. Il s'est déplacé dans les autres pays sahéliens. Ça s'est dit sous forme d'une volonté, peut-être par rapport aux événements qui se sont passés en mars dernier sur la frontière entre les deux pays, sur la question de poursuite des terroristes, sur la question des tensions qu'il y a, sur la question de la sécurisation du corridor commercial qui passe en Mauritanie jusqu'au Mali. On a vu des camions en provenance de Mauritanie qui ont été incendiés par les djihadistes. Donc, il y a tout un nombre, en plus peut-être aussi le fait que la Mauritanie a reproché pendant très longtemps au Mali d'avoir fait des incursions sur son territoire en poursuivant des terroristes sans cadre juridique, sans coopération, sans autorisation. Peut-être que cela, c'est quand même c'est les événements qui ont peut-être amené le gouvernement malien mauritanien qui a toujours gardé une position de neutralité, de pouvoir faire en sorte que peut-être trouver une solution à ces problématiques, sécuriser le corridor commercial qui va de Nouakchott, port de Nouakchott jusqu'à Bamako, et aussi sécuriser les frontières, stabiliser la frontière en peut-être en coopérant avec le Mali, en proposant des cadres, parce que le G5 Sahel n'existe plus. Aujourd'hui, on a bien vu que la Mauritanie est aussi allée au Tchad. Donc, la Mauritanie et le Tchad, c'est les frontières occidentales et orientales de l'AES. Alors, Donc, c'est vrai que peut-être aussi, c'est dans ces efforts, puisque le G5 n'existe plus, puisqu'il n'y a pas d'autre cadre juridique de coopération, peut-être que la Mauritanie souhaite relancer un autre cadre de coopération juridique et sécuritaire pour pouvoir mettre un terme ou combattre ces fléaux d'insécurité le long des frontières et du corridor Nouakchott-Bamako. Alors c'est vrai que ce message de Mohamed Ould Ghazouani intervient quand même sur fond d'accusations croisées d'offensives de groupes armés et terroristes au Mali. Alors Bamako reproche parfois quand même à Nouakchott de servir de zone de refuge ou de transit pour certains groupes armés, tandis que Nouakchott a déployé massivement son armée le long de la frontière de 2200 km avec le Mali pour contrecarrer les récentes frappes et même incursions d'Africa Corps, l'ex-Wagner, qui combat avec l'armée malienne aux portes de la Mauritanie. Alors, est-ce que, à votre avis, docteur Amezo, la Mauritanie est venue poser des conditions de sécurité et si oui, quelles conditions de sécurité? Alors, moi, je pense tout d'abord qu'il faut faire attention, c'est deux pays souverains, et donc personne ne pose des conditions à son voisin. Par contre, je reviens sur ce qui a été dit. Il y a un problème de sécurité et donc d'instabilité dans la région. La Mauritanie a toute une politique, ça a été dit, d'essayer d'être neutre dans un système qui n'est pas évident. Par contre, il subit
commence à subir la contagion sécuritaire, voire économique, de tous ces blocus qui se font sur le corridor commercial du Sahel. Donc, ça lui fait des pertes de revenus assez importantes. Et il faut trouver une solution à cela. Comment le faire? C'est ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. Il faut structurer la façon dont le dialogue s'opère. Et à ce jour, depuis les G5 et autres, depuis les Barkhane et autres, chacun a choisi son angle. Le Mali plutôt vers les Russes, la Mauritanie, on entend plutôt l'OTAN. Mais tout ça, ça ne les empêche pas de discuter. Or, cette discussion n'a vraiment pas lieu parce qu'il y a des incompréhensions. Incompréhension sur la notion de neutralité que veut la Mauritanie. Donc, il faut discuter pour se comprendre. Et il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas, je pense, discuter à deux. Parce que où sont ces terroristes quand ils dorment la nuit? On les retrouve plutôt en Algérie. Donc, la discussion doit se faire plutôt à trois, au moins, sinon dans un cadre plus élargi, régional. Or, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, la politique tout militaire qu'a choisi le Mali et d'autres pays semble avoir des difficultés à s'imposer. Et c'est ça qui permet peut-être aujourd'hui la diplomatie de reprendre un peu le dessus. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'il n'y a pas eu de déclaration. Parce qu'il va falloir maintenant faire des concessions de part et d'autre. Abdelkerim, c'est vrai qu'Assimi Goïta a accepté cette main tendue de la Mauritanie. Pour quelles raisons, à votre avis? Est-ce qu'il se sent réellement fragilisé aujourd'hui au point de se tourner vers le voisin mauritanien avec qui il y a des tensions? Non, je ne pense pas que c'est une question de fragilité. C'est plutôt l'ADN même de la naissance de l'AES. Cette souveraineté à choisir ses partenaires, diversifier ses partenaires et que le multilatéralisme soit le levier de résolution de ces problèmes complexes africains, puisque l'expérience a montré que ni un partenaire ni un autre seul suffit pour régler ces problèmes. Le Mali a compris, le pays de l'AES a compris. Je pense qu'en général, les pays africains ont commencé à comprendre, non pas seulement sur le plan de recherche de solutions sécuritaires, mais aussi sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan culturel et autres. Les pays africains ont maintenant utilisent en tout cas maintenant le multilatéralisme comme levier de résolution de ces problèmes complexes africains qu'aucun partenaire ne peut avoir le monopole et ne peut suffire à régler ces problèmes. Maintenant, c'est pas pour la première fois que le Mali et la Mauritanie discutent. Et ils ont parlé, ils ont posé énormément de problèmes. Hein. Je pense que historiquement parlant, la frontière Mauritanie-Mali a été sujette à énormément de tensions et que maintenant la solution il n'y a que deux solutions. Soit la Mauritanie et le Mali s'affrontent militairement, soit ils coopèrent pour régler le problème. Parce que si la Mauritanie interdit à l'armée malienne et leur soutien de pouvoir poursuivre les terroristes qui franchissent les frontières, quand même il y a 2200 kilomètres de frontières à sécuriser. C'est des frontières très poreuses où aucun pays ne peut sécuriser seul. Donc, je pense que c'est la deuxième option que ces États ont choisi, de faire en sorte d'éviter l'affrontement, d'éviter des tensions supplémentaires à ces tensions qui existent déjà. Non, je voulais juste dire que je complétais parce que le professeur a dit qu'il a vraiment vu juste. Il faut le troisième larron, l'Algérie, qui est aussi concernée par cette problématique des frontières, qui a mis de côté pendant très longtemps la Mauritanie, que maintenant la Mauritanie fait des démarches seule sans l'Algérie, ça ne marche pas. Moi, je pense que le moment est venu pour le Mali de mettre tous ces trois acteurs-là entre ce triumvirat pour vraiment résolutionner ces problèmes. Alors c'est peut-être la stratégie, puisque vous évoquez l'Algérie tous les deux, la stratégie d'Assimi Goïta peut-être, c'est finalement de se tourner vers Mohamed Ould Ghazouani, et peut-être que ça va faire bouger les lignes sur le front algéro-malien. Moi, je pense que oui. Et, vous savez, j'ai fait 20 ans en diplomatie, donc ce sont des formes de discussion qui avancent et qui reculent, mais il faut attendre le résultat final. Je pense sincèrement que la Mauritanie, par son approche qui est très peu comprise, de neutralité, commence peut-être à redevenir un pays qui peut peut-être faire que la diplomatie fonctionne. Pourquoi? Parce que la prise de position des différents pays, c'est souvent, on a un ennemi commun,
le JNIM ou les terroristes ou les mercenaires. D'accord. Sauf que il y a certains qui profitent de cela. Parce que il y a des trafics de drogue et autres, il y a beaucoup de choses qui finalement profitent à certains généraux, je ne peux pas dire un pays, mais à certains généraux en Algérie. Or, il se trouve que on mélange un peu les genres, et je pense qu'il faut bien séparer les différents problèmes. Le Mali a ses problèmes avec ses opposants, certains sont d'Algérie, certains peut-être même en Mauritanie, mais le fond du problème pour le moment, c'est de stabiliser cette région, pour l'ensemble, y compris pour l'Algérie d'ailleurs. Et pour Alors juste, apaiser, j'aimerais comprendre ce qui se passe réellement au niveau de la transition malienne. On n'est pas évidemment dans la tête d'Assimi Goïta, mais on sait que la présence d'Africa Corps au Mali montre de profondes limites opérationnelles. Les attaques coordonnées massives menées par les rebelles du Front de libération de l'Azawad et les djihadistes du JNIM ont directement visé des localités clés, le cœur du pouvoir même à Bamako. Cathy, Assimi Goïta, il serait-il tenté finalement de voir ailleurs et pourquoi pas de chercher à recadrer aussi ses alliés russes, Abdelkérim? Oui, en fait, ce n'est pas recadré dans le sens où, rétorsion, non. En fait, c'est ce que est l'AES. L'AES n'a pas changé la France par la Russie par la France, ou vice-versa, non. L'AES a fait quoi? Ce que la France a refusé, l'Union européenne refuse, c'est que les pays de l'AES qui ont constaté qu'un seul partenaire ne suffisait pas à régler ce problème et qui ont souhaité diversifier leurs partenariats sécuritaires et que les pays européens n'ont pas accepté cela au mal pris et que ça s'est dégénéré. Maintenant, le partenaire russe est arrivé, mais on se rend compte, comme vous avez dit, même si un seul événement ne peut qualifier d'échec cette coopération, parce que c'est quand même c'est un événement. On ne peut pas dire que il y a eu un événement de raté, donc toute l'opération de coopération est un échec. Non. Mais ça met en lumière encore une nouvelle vérité, c'est qu'aucun partenaire à lui seul ne suffit à régler ces problèmes-là. Et que la Russie aussi doit accepter que le Mali, qui a Assimi Goïta ou qu'il soit Tiani ou Traoré, puisse compléter ces dispositifs avec d'autres partenariats locaux, parce que si le partenaire international n'arrive pas, c'est qu'il y a des réalités locales qui font que sans ces partenaires locaux, rien ne peut changer. Aujourd'hui, le Mali est souverain sur le choix de solutions pour sécuriser son territoire et ses frontières. Donc maintenant, il faut accompagner le Mali. Donc la Russie doit être aussi dans une position d'accompagnement et non une position de monopole. Et voilà, moi je pense que c'est plus une compréhension, une solution supplémentaire que des rétorsions contre leurs partenaires russes. Je n'y pense pas. Mmh. Juste, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de, pourquoi pas, un nouveau cadre, de coopération sécuritaire, proposé par, la Mauritanie en concertation avec la transition malienne. Est-ce que réellement vous pensez que le message qui a été délivré, à Assimi Goïta contenait, une proposition, de discussion sur ce volet, sécuritaire et ce volet de coopération? Et d'autre part, est-ce que la Mauritanie aurait posé comme condition le départ d'Africa Corps? bon, la Mauritanie ne peut pas poser de conditions, la Mauritanie va proposer. La Mauritanie est dans l'OTAN, il faut être clair. Le Mali ne l'est pas, il faut être aussi très clair. Mais, et là, on a parlé tout à l'heure d'être opérationnel, donc pragmatique. Je vais vous donner un exemple qui va permettre peut-être de trouver une solution. Le Mali a autorisé l'utilisation des satellites Starlink de Elon Musk, qui est privé. Pourtant, si vous travaillez avec Elon Musk, vous travaillez avec l'OTAN, indirectement, et avec l'Africom, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Or, cet équipement, très pratique, fonctionne bien dans les zones rurales, est contrôlé par la contrebande, donc arrive par le Nigeria en contrebande, vers qui? Les terroristes, qu'on les appelle les JNIM ou autres. Alors, à partir de ce moment, il n'y a plus de possibilité pour les militaires maliens, mais peut-être aussi mauritaniens, et peut-être d'autres, de contrôler justement ce que font ces terroristes. Ça devient une instabilité pour tout le monde. Je pense que c'est obligatoirement fait partie du sujet. Comment contrôler ça? Et aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne peut vraiment brouiller ça, sauf, alors il faudra discuter avec les Russes. Or, les Russes sont dans une autre position avec leur guerre en Ukraine. Est-ce qu'ils vont rester, faire une analyse ou bien une approche malienne,
ou une approche plutôt de sécurité des dirigeants maliens. C'est deux approches différentes. Et vous savez qu'Israël fait la même chose dans la plupart des pays où l'OTAN est partie prenante en Afrique. Donc, il n'est pas impossible que ce changement stratégique au niveau de la Russie puisse impacter d'abord le Mali et demain aussi la Mauritanie, parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui ont vos données, qui savent où vous voulez et qui finalement peuvent vous créer des difficultés. Et ces problèmes de frontières entre Mali et Burkina, Mali et le Mauritanie, excusez-moi, mais moi, je mets en doute même que ce soit un problème bilatéral. Je pense que ce sont les terroristes, en utilisant tous ces systèmes, qui créent la zizanie entre les deux parties, et justement parce qu'ils ne se parlent pas, ils finissent par se taper dessus, à la frontière, ce qui a été justement dit tout à l'heure, alors qu'en fait, il s'agit de contrôler réellement la circulation de ces données et ce qui provoque, en fait, le problème. Alors, la Mauritanie n'est pas membre de l'AES, on est d'accord, mais ça n'empêche pas de discuter. Et je pense que c'est peut-être ça un des éléments, il y en a plusieurs, mais un des éléments. Et il faut le savoir, ce Starlink est devenu un acteur clé de ce conflit sahélien, et du coup, je suis obligé de le dire, il faut intégrer le Nigeria. Parce que la contrebande vient de là-bas, et on sait qu'il y a eu des interventions américaines là-bas, et depuis qu'ils ont des interventions, le Starlink se démultiplie partout, comme si c'était presque un virus qui va un peu partout et pas trop cher. Et donc, le positionnement de la Mauritanie vis-à-vis de Starlink, est-ce que vous pensez que ça peut aussi être un point de discussion? Ah, mais je pense que c'est obligatoirement à discuter. Parce que pour le moment, à ma connaissance, sinon pas l'appui russe, vous ne pouvez pas contrôler ou brouiller Starlink. Abdelkerim, là-dessus? Oui, moi je pense que le cadre de régulation des télécommunications doit être surtout dans un cadre multilatéral, puisque vous aurez pris des mesures, mais si vous ne contrôlez pas vos frontières, les terroristes se jouent justement de cette incapacité de nos États, de nos armées, de pouvoir sécuriser les frontières. On a des frontières assez poreuses, et aujourd'hui, les Starlink, comme vous dites, à dos de chameau, à dos d'âne, partout, même à pied, les gens peuvent l'utiliser. C'est des outils très difficiles à contrôler s'il n'y a pas des efforts multilatéraux de régulation et justement de coordination des contrôles de ces zones avec des puissances qui ont des outils capables de détecter ces Starlink. Ils ne sont pas invisibles, je vous dis. Ils n'ont pas les outils. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir les bons outils et les bons satellites pour pouvoir détecter chaque terminal de Starlink sur le territoire de n'importe quel État que ce soit et de pouvoir identifier chaque utilisateur. Donc, sur le terrain, les États peuvent coopérer pour trouver des solutions et sur le plan technologique, il faut avoir des partenaires internationaux qui ont la puissance technologique qui permettra aujourd'hui d'identifier, de désactiver, de brouiller ces terminaux. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Maintenant, c'est le temps. Est-ce qu'ils ont le temps et est-ce qu'ils ont le moyen? C'est à la Mauritanie de faire en sorte, en premier, que ces terroristes ne puissent pas franchir les frontières. C'est pas au Mali d'aller sécuriser la frontière mauritanienne. Non. Alors, je vais préciser ma question. Oui, quelle forme prendrait éventuellement une coopération sécuritaire entre la Mauritanie et le Mali, peut-être d'autres acteurs, en sachant que le Mali collabore avec Africa Corps pour lutter contre le terrorisme?